société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il est avocat, docteur en droit, chroniqueur et il avait le cafard en début de semaine si on se fie à ses médias sociaux avec cette assermentation de Donald Trump. On va tenter de creuser un peu, pas faire une psychanalyse ce matin, là, je te rassure, mais pour réagir à l'arrivée de Donald Trump. Salut Frédéric Bérard. J'allais te dire que ça va assez mal de même, pas besoin d'en rajouter. Parfait. Je suis curieux de savoir, on va commencer par un sujet que tu connais bien, donc la dynamique de la Constitution canadienne, les réactions aux menaces de Donald Trump. On a vu que le gouvernement du Canada a mis sur pied une équipe Canada là, avec plein d'intervenants, d'anciens premiers ministres pour tenter de trouver des stratégies pour réagir. S'il y a des tarifs, là, parce que là, on est encore dans l'incertitude, des tarifs, oui ou non, 25 1er février, 1er avril, on veut peut-être voir toutes les possibilités, comment faire mal, comment répliquer. Il y avait celle d'imposer aussi un tarif sur des exportations d'hydrocarbures, par exemple. Alors là, ça tombe dans la cour de l'Alberta. L'Alberta fait un peu cavalier seul. Est-ce que Ottawa pourrait vraiment imposer, et l'Alberta n'aurait aucun mot à dire, des tarifs, par exemple, sur le pétrole et les hydrocarbures? La réponse courte, c'est oui. Et la réponse longue, c'est oui, mais c'est compliqué. Et je m'explique. On sait qu'on vit dans une fédération. Donc, une fédération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution prévoit un partage des compétences, donc entre le fédéral et les provinces. Donc, chacun est souverain, dans ses champs de juridiction, dans ses champs de compétences. On a une liste de compétences pour Ottawa, une liste de compétences pour les provinces. Parmi la liste de compétences d'Ottawa, il y a ce qu'on appelle la compétence en matière de commerce international, donc qui est nécessairement pertinente ici. Hein. Par exemple, c'est Ottawa qui signe les traités de libre-échange, c'est Ottawa qui détermine les tarifs et autres. Ceci dit, les provinces ne sont pas en reste non plus dans l'optique où elles bénéficient de juridictions qui sont prévues, dans ce cas-ci, à l'article 92, notamment une compétence sur ce qui a trait à leurs ressources naturelles respectives. Donc, on pense notamment au sable bitumineux en Alberta. Au Québec, on pense à l'hydroélectricité, les forêts, les mines. Bon, on sait qu'on est très riche à peu près tous ces niveaux-là. Ce qui fait donc que la province peut dire, moi, je vais décider ce que je vais faire avec les États-Unis, comment je vais exporter ça, jusqu'à temps qu'Ottawa s'en mêle. Si Ottawa disait, non, regarde, ça va être 25 % sur toutes les ressources naturelles, sur toutes nos richesses naturelles qui seront envoyées vers les États-Unis, là, à ce moment-là, par définition, il pourrait y avoir ce qu'on appelle un conflit insoluble entre deux décisions normatives, c'est-à-dire, par exemple, l'Alberta dit, moi, je ne veux pas imposer de tarifs. Ottawa dit, oui, tu vas en imposer comme toutes les autres, ça va être 25 %. Donc, on se comprend qu'il n'y a pas moyen d'harmoniser une décision comme ça de l'Alberta avec une décision comme ça d'Ottawa. Il faudra donc trancher. Et dans un cas comme celui-là, c'est ce qu'on appelle la théorie de prépondérance fédérale qui va s'appliquer, c'est-à-dire que Ottawa aura donc préséance sur la décision de l'Alberta. Et est-ce qu'ultimement, ça pourrait se retrouver devant la Cour suprême, par exemple? Absolument, parce que qui dit fédération dit nécessité d'un arbitre. L'arbitre en question, c'est de toute évidence le tribunal, donc ultimement ici, la Cour suprême du Canada. Évidemment, il y en a plusieurs qui disent, les juges de la Cour suprême sont nommés par le fédéral, donc c'est un peu comme si les arbitres étaient déjà biaisés. C'est sûr que sur le symbole, ça peut achaler en quelque sorte, sauf que plusieurs preuves, c'est bien documenté que ce n'est pas parce que tu es juge à la Cour suprême que tu donnes nécessairement raison à Ottawa. Un petit exemple de ça, à la toute fin de son règne, Stephen Harper avait nommé 8 des 9 juges de la Cour suprême et à chaque fois qu'il se ramassait devant le tribunal, ou à peu près, il se faisait ramasser, mais solidement par la Cour. Donc, en d'autres termes, c'est pas un absolu, de toute évidence, même si sur le symbole, ça peut être achalant. On va revenir sur la sermentation de Donald Trump lundi. Plusieurs décisions, plusieurs signatures de décrets, c'est presque donné une tendinite là, en signant autant de décrets. Aussi, sans blague, des répercussions sur les droits et libertés, retrait d'accords internationaux. Quel message ça envoie ce début de mandat, Frédéric Bérard? En fait, j'ai réfléchi à ça parce que je me suis dit, comment faire autant de décrets la même journée? Et j'ai l'impression, Frédéric, que la réponse est relativement simple. C'est qu'on a souhaité donner le tournis aux commentateurs politiques et à l'opposition
Et à travers le monde, là, on s'entend bien aussi, là. Dans l'optique où on ne savait plus où donner de la tête, il y avait un décret qui était signé à peu près à chaque 2-3 minutes. Et pas de petits décrets, là, se retirer de l'accord de Paris, se retirer de l'Organisation mondiale de la santé, abolir le droit au sol. Le droit au sol, c'est quoi? C'est que si tu es immigrant et ton fils naît aux États-Unis, ben théoriquement parlant, il a un droit constitutionnel à devenir américain. C'est même prévu au 14e amendement. On a répudié ça, même si c'est une mesure qui est parfaitement inconstitutionnelle. On a répudié le droit d'asile, même si c'est prévu par la Convention internationale sur les réfugiés de 1951. Et là, j'en passe. Ce qui veut dire qu'au final, là, on se ramasse, 2 jours plus tard. Maintenant, tout le monde a un peu la gueule de bois. On se rappelle pas trop ce qui s'est produit. Et d'essayer de ramasser tout ça, c'est à peu près impossible. Donc, je pense qu'il voulait frapper excessivement fort, ce qui est d'une évidence. Et maintenant, ben là, il va falloir voir comment tout ceci se déploie là, concrètement. Et on en parle déjà souvent ensemble dans les chroniques. Déjà que le droit international a le caquet bas, donc c'est pas très facile toujours. Alors, si jamais donc on voit un pays comme les États-Unis se retirer et ne pas vraiment respecter ses droits, qu'est-ce que ça envoie comme signal aux autres? Ben, le message qui est envoyé depuis lundi, là, on va le dire franchement, c'est une métamorphose complète de l'ordre international. D'un point de vue droit international, donc d'un point de vue normatif, et tu as raison de le dire, hein, je le soulève souvent aussi, le droit international manque de dents. Mais là, ici, il manque plus seulement de dents, là, il manque de tout. Là. Il n'existe plus. Si les États-Unis décident de se retirer de ces accords-là, franchement, qu'est-ce qui va en rester par la suite, va donc savoir. Et pour le reste, le message que Trump envoie au reste de l'humanité, c'est de dire tout ce que vous avez construit là depuis la Deuxième Guerre mondiale, notamment le paradigme des droits et libertés, le modèle des droits et libertés, une démocratie qui est basée sur certaines institutions, eh bien, tout ce modèle-là, c'est fini, je m'en fous, je mets la hache là-dedans, on n'en parle plus. Toutes les avancées de la communauté LGBTQ+, on oublie ça aussi. Il est allé dire, écoute, c'est fort, là, il est allé dire, je vais réinstaurer la liberté d'expression. Mais sache que de quoi tu me parles? C'est tout à fait le contraire de la liberté d'expression, ce qu'il essaie de faire. On a gracié des otages, entre gros guillemets, du 6 janvier. C'est pas des otages, c'est des criminels de droit commun. En d'autres termes, on est en train de réécrire tout le lexique, on est en train de détruire tout ce qui a été construit, donc je le répète, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, ben voilà, nous voilà dans un monde nouveau. Et on peut se gratter la tête, comme dirait l'autre, là, c'est la politique de l'inouï là, qui est en train de s'imposer. Et dernière chose par rapport à ça, parce qu'on sait que le système américain est différent du nôtre, mais est-ce qu'un président comme lui, avec ses intentions, pourrait en 4 ans carrément changer les règles du système judiciaire, par exemple, ou du système législatif aux États-Unis? Ben, en fait, au Canada, la réponse, c'est non. Et c'est tant mieux. Franchement, moi, j'ai toujours été d'avis que ce pouvoir de gracier les gens, peu importe qui l'exerce, peu importe qui sont ces gens, est tout à fait indigne, et je pèse mes mots, là, d'un État de droit. Ça veut dire que c'est impossible pour un premier ministre de gracier quelqu'un pour une quelconque raison. Là. Impossible. Absolument. Et franchement, là, j'espère que ça va toujours rester ainsi. Parce que ce n'est pas le job. Qui gracie qui au final? C'est toujours des questions d'intérêt, c'est toujours des questions de... Bon, alors, Biden le fait avec son fils. Je veux dire, mais c'est incroyable. T'as pas à faire ça. Il y a un système de justice pour juger les gens, pour les condamner. S'ils sont acquittés, tant mieux pour eux. S'ils vont aller en prison, ben qu'ils aillent et ça finit là. Ce n'est pas au président de se substituer au pouvoir judiciaire. Et remarque bien l'ironie. Je viens de comprendre, hein? Trump nous a dit que là, le Canada importe du fentanyl, puis le Mexique, puis la drogue, puis vous allez surveiller vos frontières parce que c'est épouvantable ce que vous faites justement avec le trafic de drogue en question. Il vient de gracier un des plus grands importateurs de drogue aux États-Unis. Alors, c'est même plus une démocratie, c'est une mafia. Là. Voilà le bon terme. Alors voilà, et on va surveiller ce qui va se passer. Ça vient tout juste de commencer. On en a encore pour 4 ans. Petit rappel ce matin. Oui, et il y a plein de chroniques ce matin, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé en terminant ce que tu as mentionné, qu'il y a peut-être aussi une manière de détourner l'attention avec des choses, des flaflas, mais pendant ce temps-là, ça leur donne quelques temps pour se préparer d'autres choses. La chronique de Michel C.O.G. ce matin à lire vraiment pour donner un bon éclairage là-dessus. Frédéric Bérard, un plaisir. On se reparle au début du mois de février. À très bientôt. Ciao.